Hop. Je crois que c'est bon. Bonjour Sophia. Bonjour Arthur, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes déjà nombreux et merci de votre participation à notre événement. Le temps de faire venir les gens, je vous propose, et puis ça vous permettra de vous approprier le chat, de dire où vous êtes géographiquement. Moi, par exemple, je suis à Orléans en ce D'accord. moment. Je ne sais pas où vous êtes, vous, Sophia, du coup? Paris, Milan. Ah tiens, on a des Italiens. Alors, je ne sais pas parler italien, donc là, je suis désolée, je ne pourrai intervenir qu'en français, pas en Moi non italien. plus, pourtant c'est une belle langue, j'aurais bien aimé, mais Ouais. c'est vrai que j'aime bien aller en vacances, cela dit. Les Bordelais, des sudistes, Montpellier. Bon, bah super. En tout cas, donc, merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Donc, ça, c'est une super nouvelle. Surtout que c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur avec Sophia. Donc, on est ravis de pouvoir vous partager aussi notre vision sur les sujets qu'on va adresser. Alors, on a prévu à peu près une bonne demi-heure entre Sophia et moi pour vous partager un peu donc, la thématique du jour. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Et puis, généralement, on prévoit un quart d'heure pour répondre à vos questions à la fin. Cela dit, je pense que là, s'il y a des questions qui viennent nourrir la conversation, on les prendra au fil de l'eau. Donc voilà, on va voir selon bah, la nature des questions, comment est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les stocke pour la fin ou est-ce qu'on y répond au fur et à mesure. On essaiera de faire en sorte, en tout cas, ça rentre dans la continuité de nos échanges. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Parce que tout à l'heure, j'avais un peu d'écho pendant qu'on a fait le test. Donc là, j'ai été chercher en précipitation des écouteurs. Si c'est bon, c'est super. Ok. Bon, bah, génial. Alors, je vais peut-être commencer. Alors, je vais pas être. Mais c'est pas grave. Je vais commencer par me présenter. Après, je te laisserai la parole, Sophia. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Arthur Philippe, CEO de Jobmaker. Je suis psychologue du travail de formation. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans la HR Tech, dans différentes startups que sans doute vous connaissez, des boîtes comme HelloWork, Assess First notamment. Et puis, il y a 3 ans, je me suis dit que je veux aussi tenter ma chance dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir prendre la direction de Jobmaker. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Jobmaker, en quelques mots, et après on entrera dans le vif du sujet. Donc, on est une boîte qui a été créée en 2015 par des coachs de carrière qui, en fait, ont décidé de digitaliser toute une partie d'un coaching de carrière classique pour justement démocratiser l'accompagnement de carrière dans les organisations et faire en sorte que chaque collaborateur puisse être accompagné, quel que soit son niveau de responsabilité ou quel que soit ses secteur d'activité, pour faire en sorte de les rendre acteurs de leur carrière. Et plus spécifiquement, il y a 2 ans, on a développé un programme qu'on a décidé d'appeler Aligné, qui a pour vocation d'accompagner spécifiquement les femmes dans leur trajectoire de carrière avec la singularité que ça peut susciter parfois d'être une femme dans les organisations et des freins qu'on peut se mettre ou qui peuvent être des entraves à leur évolution professionnelle. Donc, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet après, mais toujours avec cette ambition de pouvoir passer à l'échelle et faire en sorte que chaque femme puisse avoir un espace digital dans lequel elles peuvent prendre du recul sur leur trajectoire, identifier des freins qu'elles ont pu se mettre dans leur carrière et élaborer un plan d'action permettant de pouvoir s'en affranchir progressivement. Et donc, on a une super ambassadrice aujourd'hui. Donc, Sophia, je te remercie de te prêter au jeu de notre webinaire. Et peut-être, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais d'abord t'essayer de te présenter. Merci Arthur de m'avoir invité. Donc moi je suis Sophia Lopez. Alors j'ai un point commun avec Arthur puisque je suis aussi psychologue du travail de formation. Et là actuellement je suis directrice du développement RH chez MGEN, qui est une mutuelle depuis à peu près 6 ans. Et avant ça j'exerçais des fonctions qui étaient quasi similaires, mais chez un banque assureur. Et déjà à l'époque je œuvrais sur les sujets d'égalité pro, puisque c'est pour moi un engagement de longue date. Donc voilà, on est entre psy, donc on devrait se comprendre. Et du coup, plus spécifiquement par rapport, est-ce que vous pourriez me parler déjà de la naissance du projet de l'égalité homme-femme au sein de la MGEN Déjà, je ne sais pas si on dit de la MGEN ou chez MGEN. Alors, on dit chez MGEN, en Ok. fait, voilà, il n'y a pas d'article devant. Alors en fait, la genèse, c'est fin 2020. En fait, on a lancé 2 diagnostics qui étaient réalisés par des intervenants externes.
neutre, spécialiste du sujet, parce qu'on voulait aussi avoir voilà, un retour sans complaisance, de façon à avoir vraiment un état des lieux et pouvoir construire un plan d'action qui soit adapté à notre réalité du terrain, à notre écosystème. Donc, il y avait 2 volets. Il y avait d'abord un diagnostic conseil, là sur la base d'entretiens individuels, du collaborateur jusqu'au dirigeant, des focus group, et aussi toute une analyse de données plutôt quanti, hormis rémunération, pour vraiment poser ce diagnostic et puis nous donner des préconisations, en fait. L'autre diag, il était plutôt sur une analyse des écarts de rémunération, enfin, qui était sur la base d'une méthode que certains peut-être connaissent, qui a été développée par l'APEC, qui est un modèle qui s'appelle ANOVA, qui est en fait une analyse multicritère qui permet aussi de comparer des individus ayant le même profil. Peut-être en synthèse, ce que nous ont dit ces deux diagnostics. Sur le volet rému, en fait, il n'y a pas des écarts de rémunération à profil identique qui ont été considérés par notre partenaire comme faibles, puisqu'on était sur des écarts entre -2 et plus 2%. Hormis pour une des fonctions un peu spécifiques que nous avons dans une de nos conventions collectives, qui est la convention collective FEAP, mais je ne rentre pas dans le détail. Et puis sur le diagnostic plus conseil, ce qu'ils nous ont dit, c'est que on n'avait pas à rougir de nos résultats, qu'on avait des points forts et que c'était important de capitaliser sur ces points forts, qu'on avait évidemment des points de progrès qui étaient autant de fils à tirer finalement pour identifier les actions à mettre en œuvre. Ce qu'ils nous ont dit aussi à l'époque, c'est que en fait, on avait au global, nous, on a un taux de représentation des femmes très important, puisqu'à peu près 3/4 de nos collaborateurs et collaboratrices sont des femmes, mais que néanmoins, elles étaient sous-représentées sur les plus hauts niveaux de responsabilité. Et donc, il était nécessaire que, du coup, même si on avait un terreau fertile, qu'on impulse une nouvelle ambition au sujet de l'égalité pro, qu'on pilote, parce qu'on ne pilotait pas ce sujet, et aussi qu'on réaffirme en fait à la fois notre engagement en interne pour le faire savoir auprès des collaborateurs, collaboratrices, mais également à l'externe, avec aussi cette logique finalement d'inclusion en fait, voilà, inclusion des hommes dans cette ambition-là. Ce qu'on a fait aussi à l'époque, c'était assez audacieux, je trouve, c'est qu'on a partagé de façon vraiment exhaustive l'ensemble des 2 diags sur les écarts de rému et aussi le diagnostic conseil avec nos organisations syndicales. Parce qu'on était dans cette logique-là aussi de transparence et parce qu'on voulait construire avec eux. Et puis ça a vraiment, ces 2 diags nous ont permis finalement de structurer un plan d'action qui a été adossé à un accord qu'on a négocié et signé avec nos partenaires sociaux. Et d'ailleurs, 100% des organisations syndicales ont signé cet accord et ça date de 2021. D'accord. Mais du coup, d'un point de vue très opérationnel, disons, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement finalement pour donner vie à cette ambition? Alors, en fait, on a travaillé on a œuvré sur différents axes de travail parce que, comme je vous l'évoquais, on avait des points forts, des points de progrès. Donc, ça veut dire que, en fonction des différents axes, on avait un niveau d'intensité en fait qui était différent. Dit autrement, sur certains axes, il fallait vraiment qu'on bosse à fond dessus. Puis sur d'autres, c'était plutôt dans une logique de consolider nos bonnes pratiques. On a travaillé sur 6 domaines, enfin, dans notre accord d'ailleurs on l'a structuré ainsi, sur le recrutement, parce que vous l'avez compris, il fallait qu'on féminise, et on pourra y revenir un peu plus tard, tous les postes à forte responsabilité, notamment notre comité de direction. Le deuxième axe, c'était plutôt sur la formation professionnelle, mais là, on avait un taux d'accès à la formation indépendamment du genre qui était de bon niveau, donc il n'y avait pas trop de sujets là-dessus. Sur l'évolution professionnelle, voilà, où là, il fallait qu'on encourage davantage, c'est ce que je vous évoquais, l'évolution des trajectoires pro des femmes. Sur la rémunération, on était plutôt, c'était plutôt satisfaisant en tout cas de ce que disait ce diagnostic sur les écarts de rémunération, mais avec quand même un point d'attention que je vous partage, c'est que parfois l'arbre peut cacher la forêt. C'est-à-dire qu'au global, vous pouvez avoir des bons résultats, mais il faut regarder ensuite individu par individu s'il n'y a pas des disparités pour résorber les écarts. Le 5e axe était autour du pilotage, en fait, c'est ce que je vous évoquais, parce qu'on ne pilotait pas ce sujet-là.
Et puis le dernier, qui est autour, ça peut sembler un peu tarte à la crème, mais pas du tout. C'est vraiment autour de la communication et de la sensibilisation. Et on a pris d'ailleurs un axe autour de agir sur les stéréotypes et surtout lutter contre les biais décisionnels. Ça, c'était l'accord de 2021. Et ben, comme on aime en rajouter, on a rajouté un 7e axe lorsqu'on a renégocié l'accord en 2024, qui était autour de la lutte contre le sexisme dit ordinaire, en fait, et puis aussi le harcèlement sexuel. Après, il y avait d'autres sujets que peut-être les personnes autour de cette table virtuelle ont dans leur accord égalité pro. D'autres sujets que nous, on a mis plutôt dans l'accord QVCT, autour de la parentalité et puis aussi de la conciliation des temps de vie. Voilà. Cet accord, il a finalement en 2021, puis qu'on a poursuivi en 2024, il a porté ses fruits. Et sans vous assommer de chiffres, si je vous donne quelques éléments, notre index égalité pro, depuis 3 ans maintenant, 3 années consécutives, il est de 98 sur 100. On a progressé de 6 points par rapport à la mesure d'il y a 3 ans. Notre Sophia, je crois que votre micro est coupé et qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que c'est partagé par l'audience? J'ai l'impression que c'est le cas. Vous m'entendez côté Arthur? Oui. Et donc c'est côté Sophia. Est-ce qu'on peut réactiver votre micro déjà? Vous avez normalement en bas à gauche, à côté de la caméra. Je vois que vous m'entendez en tout cas, c'est déjà ça. Peut-être rafraîchissez votre page et revenez éventuellement. Et comme ça, je pense qu'on pourra vous récupérer de cette façon. À tout de suite. Désolé pour les inconvénients du direct. C'est possible, oui, on va essayer de fixer ça. En tout cas, donc, ouais, c'est un vrai live. Voilà, exactement, Jérôme. Merci. Merci pour votre soutien. Effectivement, on est bien en direct avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez déjà des questions, à les mettre dans le chat. Et puis ça viendra illustrer les propos de Sophia par la suite. J'aimerais pouvoir répondre à sa place sur les questions que je vais lui poser, mais malheureusement, j'ai pas les réponses. Donc, je vais pas pouvoir meubler le temps qu'elle revienne. Et peut-être que je l'inviterai éventuellement à couper sa vidéo, potentiellement. Sophia, est-ce qu'on vous a? Je suis revenue. Parfait, je vous entends. Ouais, je suis vraiment désolée pour ce problème. C'est toujours embêtant. Et c'est toujours à ces moments-là. Bon, ça peut arriver, c'est ce que disait Jérôme gentiment. Au moins, on voit que c'est un vrai live, et effectivement, c'est le cas. Ouais. Donc, et si vraiment ça recoupe, potentiellement, peut-être couper la caméra, c'est peut-être pas très agréable. Ouais. Mais, ça pourrait peut-être limiter. Le plus important, c'est qu'on vous entende. Donc, alors reprenons. Donc, du coup, je sais plus où ça a coupé exactement. Peut-être est-ce que ça a coupé au moment où je vous disais, enfin peut-être ce que ça avait porté comme fruit ce plan d'action avec quelques indicateurs en fait. Oui, voilà, j'étais en train de parler de ça, exactement. Ouais, et comme je vous disais, sans vouloir vous assommer oui, voilà. mais en fait, l'index égalité pro MGEN, il est de 98 sur 100 depuis 3 ans. On a progressé de 6 points par rapport à la mesure d'il y a 3 ans. Le deuxième point, c'est là où je me suis emballée, je pense que ça s'est figé, c'est le taux de féminisation de notre comité de direction. Puisque quand on a fait le diag fin 2020, il était à 14%, et fin 2023, et c'est le cas aussi, la fin 2024, il est à 55%. On va y revenir sur ce sujet-là.
Et donc, ce qui veut dire que vous connaissez probablement tout ce qui est index, et notamment l'index Loiret-Rexin sur la féminisation des instances dirigeantes, ce qui veut dire qu'on est déjà, nous, bien au-delà de ce que le législateur nous impose à horizon 2026, parce que c'est 30%, et à horizon 2029, c'est 40%. Là où on n'a pas eu une évolution aussi significative, c'est sur en fait les différents niveaux de cadre que nous avons. On a gagné quelques points sur ces différents niveaux de cadre. On en a 4, hein, hormis les 4 dirigeants que je mets de côté. On a gagné quelques points, mais on n'est pas encore, voilà, on n'est pas encore au bout du chemin. Pendant votre absence, il y a eu quelques questions, notamment une que je trouvais peut-être intéressante. Il faut que je remonte. Alors déjà, oui, il y a Jérôme qui demande sur quel effectif les effectifs de la MGN à peu près, pour que ça donne un peu une idée de Oui, alors c'est un petit peu moins de 10 000 personnes et il y a à peu près 6 000, enfin pas à peu près, il y a 6 200 femmes. Et il y a également Julien. Qui sont représentés, en fait. Donc ça reste quand même un volume, enfin c'est quand même une belle entreprise. Et Julien a posé la question de savoir si vous aviez signé la charte Stop E. Alors, absolument. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne vais pas. Et ben vous savez quoi, il te fait, Arthur, une transition sur la question d'après. Oui, bah d'ailleurs c'est vrai. J'avais prévu de me poser. Effectivement, puisque je crois que vous l'avez signé en 2024, c'est ce qu'on avait vu pendant le webinaire. Alors j'ai pas noté que ça s'appelait Stop E, mais c'est très bien. Parce que, bah, du coup, on va pouvoir en parler, donc allez-y. Ouais, bah, j'y vais en fait. C'est parce que c'est ce que je disais, il y avait ce 7e axe à l'accord Égalité Pro sur la lutte contre le sexisme et le harcèlement sexuel en fait. Et donc, c'était en fin d'année 2023, en décembre 2023, on a vraiment déployé un plan d'action volontariste vraiment sur ce sujet-là, de la lutte contre le sexisme et le harcèlement sexuel, avec une espèce de kick-off, une prise de parole à la fois de notre président Mathias et de notre DG Fabrice, qui a été vraiment diffusée largement en interne pour que vraiment ce sujet soit incarné et porté au plus haut niveau. Et puis alors, ils ont été avec des messages hyper clairs, sans ambiguïté, sur vraiment l'absence de tolérance vis-à-vis de ce type de comportement. Ça, c'était en quelque sorte le kick-off pour que on puisse ensuite, à partir de janvier 2024, déployer une campagne nationale de sensibilisation avec une accroche qui était « si ça se passe, on ne laissera pas passer » et avec un affichage sur l'ensemble de nos établissements. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'on est présent sur l'ensemble du territoire français, de plus de 150 établissements. Et donc, il fallait toucher les collaborateurs et collaboratrices au plus près du terrain. On a aussi, et c'est la question qui a été posée, en janvier 2024, on a signé l'acte d'engagement STOP. Alors, on ne prononce pas, Arthur, le E à la fin. Et en fait, c'est la première initiative interentreprise qui a vraiment pour objectif de lutter contre le sexisme dit ordinaire au travail. Là, en 2025, il y a à peu près 300 organisations qui sont signataires, donc des entreprises du privé, des associations, du public, etc. Et c'est aussi une initiative qui est sous le haut patronage du ministère délégué en charge de l'égalité pro, femmes-hommes, lutte contre les discriminations. Et quand on dit juste, et je termine sur ça, sur l'acte d'engagement, en fait, on parle d'acte d'engagement, on ne parle pas de charte, parce que les organisations signataires s'engagent à mettre en place un certain nombre de choses, c'est-à-dire au moins une action pour lutter contre le sexisme tous les ans, au moins participer à une réunion trimestrielle pour partager les bonnes pratiques et s'aimer entre organisations. Et ensuite, troisième volet, répondre à un bilan annuel. Vous voyez, ce n'est pas uniquement je signe une charte et je ne fais plus rien derrière, il y a vraiment cet engagement derrière. Voilà. Toujours pour terminer sur ce sujet-là, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a mis en place un certain nombre de ressources, des guides, notamment un guide qui s'appelle Pour faire face, qui permet de reconnaître et d'agir face à ce type de situation, d'ailleurs qu'on soit victime ou témoin, et puis on indique aussi la procédure de signalement. Ça, c'est relayé aussi par un réseau de référents QVCT. On en a à peu près 77 qui sont présents sur tout le territoire. Mais surtout, on a rendu obligatoire un visa qui s'appelle Prévention des agissements sexistes, harcèlement sexuel, qui a été rendu obligatoire pour tous les salariés, pour tous les militants et militantes également, parce qu'on a des militants, on est une mutuelle, avec un objectif fixé par notre comité de direction qui était un taux de réalisation de 100%.
Bon, à fin 2024, pardon, on était à 75% des personnes qui avaient suivi ce visa. Mais on poursuit en 2025. Je vois que vous avez donné pas mal de chiffres et ça alimente les questions, donc je vais les prendre maintenant et puis ensuite on poursuivra sur ce qu'on avait prévu. Une question de Jérôme, quand il parlait d'effectifs du CODIR auquel se rapportent les chiffres de 14% et 55%. De quoi s'agit-il? Oui, alors en fait, notre comité, parce qu'on a différentes instances, la plus haute, c'est vraiment le comité de direction, il y a une dizaine de dirigeants. Donc ça veut dire que une sortie ou une entrée compte beaucoup, en fait. Hein, voilà. Et il y a eu cette opportunité-là, effectivement, où il y a eu à la fois des promotions, parce qu'il y a eu des départs, il y a eu à la fois des promotions internes, des recrutements externes qui ont permis de féminiser ce comité de direction. Et une question de Julien également. Alors, il y a des acronymes que je ne comprends pas, alors peut-être que ça va vous parler. Quel est votre effectif dédié sur les sujets DEI, entre parenthèses, en FTE? Alors, moi, je n'ai pas, la signification de ce que ça signifie. Alors, je ne sais pas si peut-être que vous pouvez préciser ou si Sophia, c'est ouais, sur les sujets diversité et inclusion, c'est ce que ça veut dire DEI. Okay. Par contre, FTE, je dois avouer, Julien, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va y revenir un peu plus tard. Ouais, tout à fait. On va poursuivre les questions et puis maintenant, on va quand même devoir avancer un peu. Donc, je propose de garder les questions à la fin. Sans doute qu'il y en a auxquelles on va répondre par la suite et puis potentiellement, on reviendra dessus si on a un petit peu de temps. Donc, quand on avait préparé ce webinaire également, je me souviens, vous nous aviez dit qu'au-delà d'un plan d'action, c'était important également de travailler sur le processus RH pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des exemples concrets à nous donner? Oui. Alors, juste pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point-là? En tout cas, c'est comme ça que nous, on a réussi à faire aussi avancer les choses parce que je prends l'image d'une baignoire. Vous savez, une baignoire, avec un plan d'action, vous la remplissez. Sauf que si elle a des trous, votre baignoire, elle continue à se vider. Donc, vous avez beau mettre en place des plans d'action, essayer de remplir la baignoire, elle va continuer à se vider. Et c'est pour ça que c'est important de travailler les processus RH sur la partie recrutement, sur la partie formation, sur la partie évolution, etc. Pour justement, quand vous remplissez la baignoire, elle ne continue pas à se vider via ces processus qui peuvent générer directement ou indirectement des inégalités, en fait. Si je prends un exemple très concret, on parlait tout à l'heure sur ces postes de dirigeants, en fait. Le parti pris, c'était de dire, lorsqu'on lance une chasse, en fait, on veut impérativement une shortlist. Alors, évidemment, la chasse, c'est basé sur le recrutement, pardon, est basé sur la compétence, mais on veut nécessairement une shortlist qui soit mixte. Alors, c'est vrai que ça fait davantage transpirer les cabinets de recrutement parce que sur certains types de profils, c'est plus compliqué d'identifier des talents féminins. Il faut également accepter que ça prenne un peu plus de temps, alors que d'habitude, vous savez, il nous faut absolument la personne tout de suite maintenant. Mais en tout cas, c'est ce qui a permis aussi, vous voyez, en agissant sur cette partie-là du processus, c'est ce qui a permis aussi de féminiser le comité de direction. Un autre exemple concret que j'ai à vous donner, c'est sur le volet rémunération. On a, comme bon nombre d'entreprises, des campagnes de rémunération, voilà, où les managers font un certain nombre de propositions sur des augmentations individuelles adossées à de la performance, en fait. Hein. Ce qu'on a observé, et donc c'est ce qu'on a porté aussi auprès de l'ensemble de nos managers, c'est qu'en fait, on avait des écarts sur à la fois le taux moyen et le montant, des augmentations qui étaient attribuées vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des femmes. Alors parfois, c'était l'épaisseur du trait, mais il y avait des écarts qui étaient toujours en faveur d'ailleurs au demeurant des hommes. On leur a dit, et donc là, pour le coup, on a fait ce que j'appelle le tour des popotes avec l'ensemble des managers, en leur disant, et pas du tout dans une logique de les culpabiliser, hein, mais on leur a dit, une augmentation individuelle est rétribue de la performance. Donc là, ce que ça veut dire statistiquement, c'est que les femmes sont moins performantes que les hommes. Et ça, c'est pas possible, c'est pas audible. Et ils sont d'accord là-dessus. Et donc, je leur ai dit, c'est probablement un bien inconscient que vous avez. Et donc, ce qu'on a fait là pour agir sur le processus, c'est que dans le cadre de la campagne, maintenant, on a implémenté un tableau en fait, qui leur permet de sortir un certain nombre de stats avant d'appuyer sur le bouton pour valider les propositions en fait, d'augmentation et qui leur permet en fait, de voir s'il y a des écarts ou pas
sur le taux moyen et le montant moyen, sur la partie augmentation individuelle et puis aussi sur la partie prime. Voilà, c'est vraiment deux illustrations concrètes. Et au-delà, si tu veux bien, Arthur, au-delà de ces aspects de processus, j'en parlais un peu plus tôt aussi, et ça reboucle avec ce que je viens de vous partager sur cette partie Rému, c'est que vraiment, depuis le début de notre accord, on a beaucoup travaillé autour des stéréotypes et des biais décisionnels. Alors là encore, on peut se dire, ouais, mais le sujet, il est adressé de longue date, ouais, c'est toujours la même chose. Mais en fait, ce qu'il faut, en tout cas, moi la prise de conscience que j'ai eue, c'est que c'est vraiment un travail de longue haleine. Oui. Et que même si on a déjà mené des actions de sensibilisation autour de ça, il faut continuer, il faut rien lâcher. Et donc, nous, on a fait des tables rondes, des webinaires, on a fait aussi, on a diffusé en interne un guide, on a formé l'ensemble de nos recruteurs sur recruter sans discriminer. Et donc, vraiment, sur ce volet-là, je pense qu'il faut, au-delà des processus RH, aussi travailler sur tout ce qui est stéréotype et ce que ça peut générer comme biais décisionnel. Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est aussi justement aller chercher la personne dans sa singularité. C'est aussi l'objet de ce que nous on a mis en place avec Annie. Et justement, par rapport à ça, donc vous avez lancé une politique audacieuse et d'envergure afin d'équiper toutes les femmes. Donc à travers ce programme, comment justement pour pouvoir les accompagner, les aider à évoluer dans leur carrière, comment vous êtes parvenu finalement à mettre ça en place? Alors, on a d'abord féminisé, comme je vous le disais, les postes de direction, à la fois le CODIR, mais également d'autres postes de directeur, directrice au niveau du siège ou nos différentes régions. Mais ça, c'est juste une partie. Alors, c'est important, hein, parce que c'est les personnes qui sont visibles et qui peuvent aussi servir de rôle modèle. Mais ça ne permettait pas d'adresser toutes les autres femmes qui étaient dans l'entreprise. Sachant que, je vous ai dit, on a 74% de femmes dans nos effectifs, mais elles sont uniquement 57% dans les effectifs cadres. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a un réservoir de pépites et que nécessairement, on passe à côté de talents. Donc, 2024, on s'est dit, on s'est fixé comme axe prioritaire de travailler vraiment sur l'évolution des femmes, de toutes les femmes, avec deux types d'actions. Des rôles modèles pour inspirer et ensuite un programme pour équiper. Alors, les rôles modèles pour inspirer, c'est vraiment dans la logique de donner envie, de tracer la voie, enfin voilà, démontrer que c'est possible. Et donc, on a sorti toute une série de podcasts en interne avec des témoignages de femmes MGUN, hein, parce que c'était important pour nous qu'elles prennent la parole, voilà, qui partageaient de façon très personnelle leur parcours, les leviers qu'elles ont actionnés, les freins qu'elles ont pu rencontrer, etc. Et puis aussi, on a fait des événements autour de rôles modèles externes cette fois-ci. Donc ça, c'était la partie rôle modèle. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et puis, le programme pour équiper, c'est le fameux programme aligné que vous proposez, que Job Baker propose. Donc, si je le dis avec mes mots, mais Arthur, vous en parleriez beaucoup mieux que moi, c'est vraiment une solution de coaching qui est 100% digitale pour accompagner les femmes dans leur réflexion sur leur trajectoire pro. Et ce programme, tel que moi je l'ai vu et vécu, il a été conçu vraiment pour permettre aux femmes de révéler leur potentiel professionnel en dépassant certaines croyances limitantes et aussi des barrières qui peuvent être spécifiques aux carrières des femmes. Et ce qui est drôlement chouette dans ce programme, c'est qu'à la fois vous avez un certain nombre de ressources, des vidéos, des capsules qui vous permettent de vous équiper, de casser la figure, comme on le disait, à certaines croyances limitantes, etc. Mais vous avez aussi un certain nombre d'exercices, et tout ça c'est autour de 4 ateliers, un certain nombre d'exercices de réflexivité, qui vraiment vous permettent de poser les valises et qui sont tournés vers la mise en mouvement. Et ce que je trouve hyper aussi intéressant, c'est qu'on travaille aussi beaucoup sur ses forces, en fait, sur se réaliser, mes exploits, mes forces. Et ça aussi, je pense que c'est important d'orienter le regard, enfin d'ailleurs qu'on soit femme ou homme, sur ce qui constitue nos forces, parce que c'est autant de leviers qu'on peut actionner et pas uniquement regarder ce qui ne va pas, nos points de progrès. Donc, on a vraiment lancé le programme aligné, c'était en avril-mai 2024. On a vraiment communiqué largement pour faire savoir avec, voilà, sous forme d'un webinaire de lancement, au-delà d'actions de communication un peu plus ciblées qu'on a faites. Aujourd'hui, on le propose à 3700 femmes. Elles peuvent bénéficier de ce programme. Mais en fait, c'est vraiment sur la base du volontariat. Elles ont envie de le faire, elles le font. Elles n'ont pas envie, c'est pas un sujet. On n'oblige personne. C'est vraiment une ressource qu'on met à disposition.
Et là, ce qu'on observe, c'est qu'on en a à peu près 200 qui l'ont réalisé, d'ailleurs, qui n'ont pas toutes terminé le programme, mais qui l'ont réalisé. Moi, je pensais que j'allais avoir 50% des femmes, mais non. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est voilà, de le mettre à disposition et chacune s'en empare ou pas. C'est ça, en fait, l'idée, c'est déjà de démocratiser cette démarche, qui bien souvent, nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu un peu casser le terme de leadership au féminin, qui peut-être d'un point de vue marketing aurait été plus bankable pour nous, mais je trouve que d'un point de vue utilisatrice, en l'occurrence, ça peut avoir tendance à envoyer l'idée qu'on n'est pas invité à la table parce qu'on n'est pas leader. Alors que l'objectif, c'est pas ça. Et c'est que justement, chacune des femmes puisse s'emparer et se sentir, en fait, que chacun puisse se sentir considéré aussi, quel que soit son niveau de responsabilité, et que chacune a un potentiel à révéler et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas invité à la table de la réflexion sous prétexte qu'on n'a pas un poste de dirigeant ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était vraiment un point important d'un point de vue philosophique aussi, que cet accès soit au bénéfice de toutes. Et c'est ce que j'ai apprécié dans votre démarche, Sophia, c'est justement cette idée que justement, en fait, je vais être très honnête, hein, moi j'avais un peu peur au départ en me disant, waouh, on va envoyer ça à tout le monde d'un seul coup, est-ce que c'est pas trop finalement? Et en réalité, j'ai trouvé super l'initiative de se dire, non, on va l'envoyer à toutes pour que chacune puisse avoir cet espace. Après, c'est vrai que c'est des questions que parfois on se pose pas à ce moment-là dans sa carrière. Néanmoins, on sait qu'on a cette ressource pour que le jour où on est amené à se questionner sur sa posture professionnelle, on puisse y avoir accès. C'est pour ça que c'est un processus qui prend du temps, et qui s'inscrit sur la durée. C'est pas un one shot qu'on fait comme ça une année en se disant bon bah voilà, maintenant c'est fait, et puis si elles n'ont pas pris en main le sujet, tant pis pour elles. C'est vraiment une acculturation à ce type de processus aussi, et de se dire bah je sais que dans un coin de mon entreprise il y a un espace digital de coaching dans lequel je peux prendre du recul sur ma trajectoire, identifier des freins que j'ai pu mettre dans ma carrière. On parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, de la bonne élève ou de l'autocensure. Donc l'idée, c'est de pouvoir nommer des situations dans lesquelles potentiellement on s'est confronté à ces situations, et puis déconstruire ces comportements en se disant, mais en fait non, j'ai des forces, j'ai des compétences, j'ai des réalisations dans lesquelles j'ai eu de l'impact, et donc il va falloir que j'en prenne conscience aussi pour pouvoir progressivement m'affranchir de ces comportements et mettre en place un plan d'action permettant, d'un point de vue très opérationnel, demain, quand il y a une offre en mobilité va être candidatée, d'oser demander une augmentation, d'oser demander une formation, de prendre la parole en public. On voit encore en mobilité interne qu'il y a une surreprésentation des candidatures masculines par rapport aux candidatures féminines. Il n'y a pas de raison. Et donc ça, c'est vraiment très opérationnel, très concret. Et chaque femme peut ainsi élaborer son propre plan d'action à l'aune de sa singularité. Et c'est vraiment tout l'enjeu de Developer. La meilleure version, ce serait de proposer un coach par collaboratrice, qu'on soit bien d'accord, mais ça rentre pas dans les budgets, tout simplement. Et donc, la version qu'on propose digitale est un excellent alternative à cet objectif. En tout cas, merci de nous faire confiance. Et c'est vrai qu'on voit les effets que ça peut avoir, c'est hyper encourageant. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Et donc, pour toutes ces politiques RH, on le sait, on peut, même si on est RH, plein de volonté, avec plein de positifs, etc., pour que ça se concrétise et que ça porte ses fruits, il faut embarquer les dirigeants, très clairement. Et c'est peut-être le sujet finalement aussi de tout ça, c'est comment est-ce que vous avez réussi à les onboarder, à les convaincre de mettre toute cette dynamique en place? Alors, moi j'ai du bol, Arthur, parce qu'en fait, le sujet de l'égalité femmes-hommes, il fait partie de l'ADN de l'entreprise. MGN, c'est une entreprise qui est engagée de longue date, à la fois sur les sujets de l'égalité, mais pas uniquement professionnels, et aussi sur les questions autour de la santé des femmes. Donc, j'ai cette chance-là. Et puis, du coup, j'ai aussi la chance d'avoir un DG et un président qui sont convaincus et qui portent le sujet. Alors, du coup, je suis désolée, je ne peux pas donner tout aux collègues qui sont autour de cette table. Enfin, voilà, parce que du coup, ils sont vraiment engagés à la fois dans leur prise de parole, mais pas que dans leur prise de parole, dans les actes. Alors, c'est ce que je vous disais, le CODIR, il ne s'est pas féminisé par l'opération du Saint-Esprit, pas uniquement aussi parce qu'on a travaillé le processus RH, mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, le DG était aligné et qu'il a pris il a pris les décisions en la matière, et parce qu'il était convaincu qu'il lui fallait davantage de mixité dans son CODIR, surtout quand vous êtes avec, comme je vous disais, il y a une dizaine de personnes, voilà, peu de personnes qui vous entourent. Et
moi, je fais aussi le lien avec le volet business, en fait. Quand je dis que je fais le lien avec le volet business, c'est-à-dire que côté MGEN, nos adhérents, enfin 60% de nos adhérents sont des adhérentes, en fait, sont des femmes. Et aussi, on est maintenant assureur collectif auprès de la fonction publique. Et vous voyez, typiquement, on répond à des appels d'offres. Et dans ces appels d'offres-là, les différents ministères, enfin, en tout cas parce que là je parle de la partie fonction publique, nous demandent de rendre des comptes aussi sur quelle est notre politique en matière de diversité et aussi d'égalité pro, parce qu'ils sont aussi très sensibles sur ces questions-là. Donc, vous voyez, on peut aussi le relier à un sujet qui est un peu plus business, en fait. Et du coup, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées ou les imprévus dans la mise en place de ce plan d'action, justement? Il y a 3 points quand tu m'as posé la question, il y a 3 points qui me sont venus à l'esprit. Premier, enfin que j'avais envie de partager avec vous, hein, c'est que en fait c'est un temps long et c'est un travail de longue haleine et il faut rien lâcher en fait. Et à chaque fois c'est vraiment occuper le terrain. Mes équipes et moi on rate pas une occasion lors d'une réunion managériale de parler du sujet sous différents angles. Hein. On avait fait par exemple fin 2023 une convention managériale dont le thème principal n'était pas l'égalité pro, mais néanmoins on a fait un kiosque autour de ça. Donc c'est un travail de longue haleine où il faut rien lâcher et vraiment occuper le terrain. C'est vraiment le premier point. Le deuxième point où moi, et ça dépend de l'écosystème des entreprises, des organisations. Nous, on a des établissements sur l'ensemble du territoire français. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui est compliqué, c'est de mesurer et de m'assurer que chacun et chacune y vit bien ce que nous souhaitons qu'ils vivent là, quand ils sont par exemple dans leur agence qui est au fin fond de la Creuse où il y a 5 personnes, etc. Voilà, donc c'est vraiment ce point. Pardon ? Attention, je suis né en Corrèze, donc. Ouais, non, mais pardon, je prends cet exemple-là, mais j'aurais pu dire. Bien sûr, mais je comprends ça. Dire autre chose. Donc moi, il y a vraiment cette préoccupation-là. Est-ce que finalement les collaboratrices, mais les collaborateurs vivent bien ce qu'on souhaite leur faire vivre. Et le troisième volet, moi je suis preneuse si vous avez des tuyaux, c'est sur la mixité des recrutements. Alors je ne parle pas des postes de dirigeants à responsabilité, vous l'avez compris, on a réussi à passer le cap, mais sur tous les autres recrutements. Chez nous, on a des métiers qui sont hyper féminisés, comme tout ce qui tourne autour de la gestion des contrats, tout ce qui est aussi les métiers du soin. Et on n'arrive pas à attirer des hommes parce que moi, j'ai aussi cette conviction-là que la mixité, ça va dans les deux sens et que ça crée de la richesse quand on a cette mixité-là. Et à contrario, on a d'autres métiers qui sont fortement masculinisés, comme bon nombre d'entreprises, par exemple tous les métiers de l'IT, et là, on a du mal à attirer des femmes. Et donc, vous voyez, je ne vous parle pas de ces postes-là à fort niveau de responsabilité, mais pour tous les autres recrutements, en tout cas, moi et l'équipe, on n'a pas, l'équipe et moi plutôt, c'est mieux dans ce sens-là, on n'a pas encore trouvé la clé, voyez, pour créer davantage de mixité sur ce type de recrutement. Et puis parfois, ça se joue même avant, hein, c'est au niveau de la formation, au niveau de l'éducation, la chaîne est longue, et le changement prend du temps, c'est vrai, mais faut pas lâcher, quoi, ça c'est sûr. Ouais, voilà, il faut pas lâcher. Et comme tu le dis si bien, c'est vrai que c'est déjà. Moi, mais peut-être qu'il faut réactualiser le chiffre sur les filières scientifiques. Ouais. On a à peu près 27% uniquement de jeunes femmes, en fait, en termes de cursus de formation. Alors, si des collègues ont un chiffre un petit peu plus actualisé, parce que moi, il date d'1 ou 2 ans, mais c'est à peu près ce que j'avais à l'esprit. Oui, et puis moi, quand j'étais en études de psycho, on devait être 5 hommes pour 50 femmes, quoi. Donc, c'est vrai. Mais bon, les choses bougent, mais c'est vrai que ça prend du temps. Il faut remonter un peu plus en amont aussi au niveau de l'éducation, de l'information, etc. Et du coup, quelles ont été les ressources nécessaires que vous avez dû mobiliser justement pour obtenir les résultats ? Du coup, ça va répondre à une des questions qui nous a été posée dans le fil qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, sur le plan des sous, c'est-à-dire du budget, on a eu un investissement important en 2020 parce qu'il y avait ces 2 diagnostics qu'il fallait financer. Vous savez, le diagnostic sur les écarts de rému et puis
le diagnostic conseil. Et puis aussi, c'est en 2021, puisqu'on a utilisé cette analyse sur les écarts de rémunération pour allouer notre enveloppe à égalité pro et on l'a doublée en fait, hein, et vraiment la cibler en fonction de ce que c'est l'APEC qui avait mené cette étude-là avec son modèle ANOVA, et donc pour cibler des augmentations. Mais ça, c'était une année où il y avait un investissement qui était conséquent. Après, on a des budgets qui sont portés, je n'ai pas les montants à l'esprit, hein, par la DRH pour financer des formations, le programme aligné, etc. Mais on a aussi des budgets qui sont plutôt au sein de la direction de la communication avec qui on travaille pour tout ce qui est événementiel, campagne de sensibilisation, etc. Puis en vrai de vrai, il y a aussi un certain nombre d'actions qui ne nécessitent pas de budget en euros, en fait, hein. Il faut un peu d'huile de coude, il faut de la mobilisation des équipes et de la mobilisation des acteurs internes. Enfin, quand on travaille, et je reviens là-dessus, hein, sur les processus RH, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un consultant, hein. Les équipes savent le faire très bien en interne, en fait. Oui, faire voilà. confiance Et sur avec le les plan gens. et sur le plan des ressources, en fait, moi, dans mes équipes, dans la direction des RH, on est un peu moins de 40. Je n'ai pas une équipe dédiée sur les questions de la diversité et de l'inclusion ni d'égalité pro. Le parti pris qu'on a eu, enfin en tout cas pour moi, le parti pris que j'ai eu, c'est plutôt d'être dans une logique d'embarquer toutes mes équipes pour que ce sujet, en fait, il ne soit pas incarné par une personne. Et d'ailleurs que ce ne soit pas le sujet de Sophia, hein, mais vraiment que ça soit incarné par l'ensemble de l'équipe, et que ça soit intégré et porté par tous et que ça devienne dans les réflexes, quand je gère les trajectoires pro, je gère les recrutements, je mets en place un parcours de formation, que ça devienne un réflexe en fait dans la pratique professionnelle. Voilà. Et puis, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a installé un comité de pilotage égalité pro qui du coup est pluridisciplinaire et qui représente, où j'ai des représentants des différentes directions, la com, RSE, partenariat, etc. Et donc, du coup, il y a vraiment ce copil qui définit notre feuille de route en fonction évidemment de notre politique égalité pro, définit la feuille de route, coordonne les actions, qu'elles soient internes ou externes, parce qu'il y a des actions qu'on fait vis-à-vis de nos adhérentes, qu'on peut aussi dupliquer du coup vis-à-vis de nos collaboratrices en interne. Donc, on coordonne ainsi nos actions, on essaime et puis on délivre très concrètement la feuille de route. Et donc ça, c'est plutôt chouette en fait. J'aime bien l'idée de ne pas avoir une personne référente, mais que tout le monde soit référent au final. C'est vrai que ça, c'est chouette parce que ça permet de responsabiliser tout le monde sur le sujet. Et c'est une responsabilité partagée finalement. Donc, j'aime bien l'idée. Ouais, c'est logique. C'est la logique qu'on a eue. Je ne dis pas que c'est la bonne, hein, mais en tout cas, c'est la logique que nous avons eue en fait. Je trouve ça intéressant. Et enfin, donc, du coup, maintenant, c'est quoi les prochaines étapes pour vous concrètement? Alors, sur 2025, on poursuit sur les 2 axes qu'on a lancés en 2024, donc sur l'évolution des femmes et puis aussi la lutte contre le sexisme. Sur l'évolution des femmes, c'est ce que tu évoquais, Arthur. Nous, notre partenariat avec Jobmaker, il s'inscrit là au moins sur 3 ans. Et donc, ce qu'on a fait, ça date de mardi d'ailleurs, mardi dernier, on a fait un webinaire à destination de toutes les femmes, justement sur le programme aligné pour relancer la dynamique et pour que les femmes qui le souhaitent, hein, là encore, hein, se saisissent de ce programme-là. Et ce qu'on a fait, c'est que ce webinaire, il avait 2 temps. D'abord, le témoignage de 2 femmes MGN qui avaient suivi le programme, parce que c'est vraiment celles qui l'ont suivi qui en parlent le mieux. En fait, et qui peuvent donner envie. D'ailleurs, c'est ce que ça a généré. On avait un peu plus de 100 personnes, 100 femmes qui étaient connectées, et certaines ont dit ouais, super, je vais retrouver, enfin, je vais me réinscrire, enfin, pas me réinscrire, mais en tout cas le suivre. Et puis, on avait aussi, on a eu le plaisir d'accueillir une intervenante externe, d'ailleurs, qui témoigne dans une des capsules du programme Aligné. Ouais, qui est spécialiste de l'accompagnement systémique et qui est venu nous partager 4 leviers pour booster sa carrière en tant que femme. Voilà. Là, ce qu'on doit travailler, c'est comment est-ce que on arrive à animer ce programme tout au long de l'année. Parce que en vrai, c'est ce que tu évoquais, Arthur, un peu plus tôt.
À un moment donné, moi, je reçois une invitation où j'ai une connaissance d'une communication sur un programme. Bon, ça peut ne pas correspondre à mon envie du moment ou à mon besoin du moment. Mais peut-être que dans 2 mois, 3 mois, ça peut correspondre à un de mes besoins parce que je me questionne, etc. Et donc, du coup, ce qu'on a besoin, c'est d'animer le programme, en fait. Non pas uniquement 1 ou 2 fois dans l'année, mais tout au long de l'année pour que chacune l'ait à l'esprit et puisse l'activer quand c'est le bon moment, finalement, pour elle. Voilà. Et puis, pour terminer, sur notre feuille de route 2025, en fait, on va lancer un baromètre sur ce sujet de l'égalité pro et de la lutte contre le sexisme, puis évidemment le harcèlement sexuel, pour justement écouter, prendre la température et pour, comme je l'évoquais tout à l'heure, mesurer plus concrètement ce que vivent les personnes dans notre entreprise sur ces questions-là. Donc, on va lancer ce baromètre en juin, à la fois avec des questions autour de l'égalité pro, mais aussi autour du sexisme et du harcèlement sexuel. L'idée, c'est d'avoir, comme je le disais, une mesure. Après, évidemment, quand on fait une mesure, il faut partager les résultats. Et puis surtout, pouvoir que ça puisse nourrir nos actions à venir en fonction de ce que nous disent les femmes et les hommes de notre entreprise. Voilà. C'est intéressant. Est-ce que vous avez encore 5 minutes pour répondre? Il y a pas mal de questions. Avec plaisir. Super. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Alors, vous recevrez à l'issue de ce webinaire un petit PDF qu'on vous enverra, qui remettra aussi concrètement en fait tout ce qu'on a dit, et vous recevrez par mail. Voilà, soyez attentifs à vos boîtes mail. Il y a eu beaucoup de questions. Alors, je suis désolé, c'est vrai que je vais répondre au fur et à mesure, mais il y en a eu tellement que finalement, je pense que c'était compliqué de pouvoir les prendre au fil de l'eau. Alors, je vais essayer de remonter un peu. Je sais qu'il y avait, voilà, je m'étais arrêté à une question de Sandra, donc, qui disait, donc, comment avez-vous travaillé sur les freins et les autres processus d'autocensure des talents féminins? Donc, c'est tout l'objet justement de ce que disait du programme Aligné, hein, c'est d'aider les femmes à identifier ces comportements limitants pour progressivement s'en affranchir. Mais déjà, savoir les nommer et savoir les situer à des moments concrets de sa carrière, ça permet déjà de pouvoir en prendre conscience et derrière de pouvoir mettre en place un plan d'action permettant de s'en affranchir. C'est tout l'objectif du programme Aligné. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Bénédicte le disait, hein, enfin, c'est tout le travail qu'on peut faire aussi sur le syndrome de l'imposteur, sur le syndrome de la bonne élève ou du bon élève, hein, parce que ça peut être, enfin, c'est plus marqué chez les femmes, mais c'est vrai que le programme Aligné, il répond complètement. Oui, exactement. Mais c'était vraiment tout l'enjeu. C'est très opérationnel, c'est très concret, et c'est vraiment l'objectif. Alors, question de Fanny. Alors, comment arrivez-vous à réduire les biais décisionnels? Avez-vous des outils d'assessment du potentiel tels qu'Assess First, par exemple? Alors, pardon Arthur, j'ai une micro-coupure là, du coup, j'ai pas compris la question j'ai pas entendu. De Fanny qui posait la question de savoir comment arrivez-vous à réduire les biais décisionnels, notamment à travers des solutions d'évaluation des soft skills. Voilà, Oui, alors on n'a pas, en tout cas, on n'a pas actionné ça, Fanny. Hein. Je suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Sur la partie biais décisionnel, il y avait un volet, comme je l'évoquais, plutôt pour les recruteurs, où on a fait une formation qui était animée par Patrick Charninski, qui est un spécialiste de ces questions-là, sur recruter sans discriminer. On a tous des stéréotypes, hein, enfin, et alors du coup, il a une approche très décomplexante. Hein. On a tous des stéréotypes et c'est ok, c'est normal. Le cerveau, il a besoin il a besoin de cela pour fonctionner. Là où il faut trouver le juste équilibre, c'est que ça peut générer ces stéréotypes, des décisions, donc des biais décisionnels. Voilà. Donc le tout, c'est d'en avoir conscience et qu'à un moment donné, hop, ça n'influe pas nos décisions. Mais on n'a pas travaillé autour de l'évaluation des soft skills, comme vous l'évoquiez, Fanny, sur ces sujets-là. Voilà, on est plutôt sur ce qu'on a mis en place, en tout cas, c'est des guides, c'est cette formation que je vous évoquais, c'est des conférences de sensibilisation, on est plutôt autour de ça. Ok. Une question de Stéphanie. Quelles seraient là où les 2 actions qui ont eu le plus d'impact pour faire prendre conscience des biais décisionnels et lever ce frein? Donc, il y a 2 actions à retenir, une ou 2, qui ont eu le plus d'impact. Ce seraient lesquelles, parmi tout ce que vous avez dit? Ouais, la sensibilisation
Franchement, hein, quand vous avez, donc j'ai pas des actions chez lui, mais notamment Patrick qui parle très bien de ces sujets-là. Moi, dans mon entreprise précédente, il a un format qui est sous un format de juré d'assises qui est hyper puissant, vraiment. Où là, j'avais mis, alors c'est pas chez MGN, je vais y arriver. Bon. Mais dans mon entreprise précédente, où j'avais fait des ateliers avec des managers animés par justement cette personne-là, Patrick, où il fait vivre un truc. Et ensuite, je peux vous assurer, quand vous le vivez, vous dites, ah bah ouais, bah finalement, je pensais pas, mais je suis pétrie de stéréotypes, et c'est OK, c'est normal. Et donc, du coup, ça ouvre les chakras. Oui. Et quand il explique ensuite comment ça fonctionne, bah, comme vous l'avez vécu et vous vous rendez compte que bah, c'est OK, hein, que vous aussi, vous avez des stéréotypes, vous êtes drôlement plus ouvert pour, du coup, entendre comment ça marche, etc. Donc ça avait été hyper puissant, en fait. Je ne l'ai pas reproduit par contre côté MGEN. Et puis c'est le guide, un guide interactif qu'on a fait, là pour le coup c'est chez MGEN, un guide interactif qui permet de comprendre les stéréotypes et les décisionnels. Et on ne l'a pas uniquement orienté sur le genre, mais on l'a aussi un petit peu plus ouvert sur l'orientation sexuelle, sur l'âge, sur le handicap, voilà. Et sur tout ce qui est aussi origine ethnique, etc. Question de Stéphanie. Alors, quels sont les termes choisis au lieu de leadership féminin? Donc, on a décidé d'appeler ça aligné, justement, avec cette idée d'être aligné entre ses objectifs de carrière et ses objectifs personnels et de ne pas être en permanence en train de s'adapter à un monde où majoritairement les boîtes ont été créées par des hommes et donc dont les comportements attendus de leadership, d'esprit de compétition, etc., sont plutôt des comportements masculins. Et donc, on essaye justement de faire en sorte que les femmes se sentent alignées par rapport à tout ça. Ça passe par une prise de conscience, évidemment, et par la méthode SMART, méthode des petits pas, un plan d'action simple, mesurable, accessible, réaliste et temporellement défini. Alors là, il y a une question de mais c'était plus dans l'interaction d'échange, je pense. Question de Séverine. Avez-vous travaillé sur la formulation de vos offres d'emploi et sur les intitulés, mettre au féminin des postes surreprésentés en hommes et inversement? Alors du coup, est-ce que nous avez, est-ce que dans le cadre du diagnostic conseil, sur notre processus de recrutement, il était plutôt, enfin en tout cas de ce qu'elle avait pu analyser, Ingrid, quand elle a mené ce diagnostic, c'était plutôt un de nos points forts, puisque nos annonces étaient pour le coup pas du tout genrées, enfin on utilisait homme-femme à chaque fois. On avait un processus évidemment avec adossé qui permettait de croiser des regards RH et manager, adossé aussi à des tests. Donc pour le coup, on était plutôt clean là-dessus, en fait, sur le processus de recrutement. Mais c'est vrai que on n'a pas fait ce que Séverine propose sur le fil de discussion. Et pour le coup, normalement, les annonces, en fait, elles ne doivent pas être genrées. Donc, je suis même pas sûre qu'on puisse, Séverine, pour tout vous dire, le faire, en fait. Une question de Stéphanie. Le COPIL est-il focalisé sur la mixité ou bien se penche-t-il aussi sur le handicap et autres sujets? Ouais, COPIL, c'est un COPIL vraiment égalité pro. C'est pas du tout un COPIL DI, diversité inclusion. C'est vraiment orienté sur la partie égalité pro. Vraiment, on s'est focusé là-dessus. Et franchement, hein, ça, c'est un truc aussi assez puissant. Hein. Ce comité de pilotage où vous avez différents acteurs, parce qu'en fait, c'est vraiment la logique, la stratégie des alliés. C'est comme vis-à-vis des équipes, plutôt que d'avoir quelqu'un dédié, d'embarquer l'ensemble des équipes RH. Et de la même manière, là, du coup, vous vous retrouvez avec vraiment des alliés, des gens qui portent le sujet. En plus, vous savez quoi, qui même mettent en place des actions en faveur de l'égalité pro, vous voyez, et tout ça est évidemment coordonné. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir une force de frappe, pardon du terme, hein, c'est pas très joli, mais une force de frappe encore plus importante et puis surtout une diversité des profils, quoi. Force de frappe, si c'est un combat à mener, pourquoi pas. Hein. À nouveau, question de Stéphanie, qui semble-t-il a été très intéressée par le webinaire et je vous remercie. Avez-vous eu besoin de montrer un business case sur la mixité ou bien des arguments économiques pour favoriser les décisions en faveur de l'égalité? Alors en fait, Stéphanie, dans notre accord égalité pro, le premier, hein, et du coup on l'a répété,
on a, avant d'aller sur concrètement les actions concrètes, les indicateurs, les objectifs, etc., on a affirmé 5 convictions. Et l'une de ces 5 convictions, c'est que la mixité, en fait, ça génère de la performance, y compris de la performance économique. Et là, on s'était d'ailleurs appuyé sur un rapport en fait, c'était un rapport qui commence peut-être à dater un peu, qui a été fait par Eve et Donzel. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le programme Eve, qui est vraiment un super programme. Et donc, c'était un document ressource qui permettait de donner un certain nombre de chiffres de ce que générait en fait en termes de business la mixité, l'égalité pro, etc. Voilà. Et donc du coup, on est parti vraiment de cette logique-là en disant voilà, on a 5 convictions, dont celle-ci, c'est que la mixité, l'égalité pro, elle génère de la performance. Et donc, et pour preuve, si vous voulez quelques chiffres, on va vous en donner. Les voici. Donc, on n'a pas dû avoir ce type, vous voyez, de démonstration. Pour nous, ça faisait partie du socle, finalement. Ok. Question de Jérôme. On va essayer de. Je vais essayer de répondre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes les questions. Je m'en excuse, mais en tout cas, baromètre à part sur le. Est-ce que le baromètre que vous allez envoyer, c'est spécifiquement sur le sujet ou c'est un baromètre social global? Alors, c'est spécifiquement sur ce sujet. En fait, on a chez nous 3 types de mesures. On a un baromètre. Alors après, là aussi, hein, ça vaut ce que ça vaut. Ça correspond à notre écosystème. On a un baromètre sur les pratiques managériales pour mesurer ce que les gens vivent en termes de pratiques managériales et puis aussi de culture managériale. Ça, c'est un baromètre annuel. On a également, parce qu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle Vive, un baromètre engagement, mais qui est fait au niveau du groupe Vive où on peut se comparer avec les autres entités. Et puis, on est en capacité de faire des baromètres un peu spécifiques, plutôt sur des questions autour de la QVCT. Et donc, il y en a un de ceux-là où on va pas poser de questions QVCT, mais on va vraiment focuser sur des questions autour de l'égalité pro et du sexisme. Donc, vraiment, on fait quelque chose de dédié. En vrai de vrai, on veut mesurer si ce qu'on a mis en place, vraiment, ça porte ses fruits au-delà de tous les chiffres que je vous ai donnés, l'index, 98 sur 100, etc. Mais vraiment, est-ce que ça porte ses fruits jusque dans nos différentes agences? Une question de Lise qui aimerait bien savoir exactement qui est ce Patrick dont vous avez parlé, son nom de famille. Alors attends, en fait je dis Patrick parce que son nom c'est Charninski. Voilà, donc ça commence par un S, C, H. Après, je ne sais plus l'écrire. J'ai réussi à le prononcer au bout de quelques années. Et Patrick donc, il est, ouais, voilà. Mais vous le retrouvez, vous tapez Patrick Charninski. Il a écrit tout un truc, tout un pavé sur les stéréotypes et biais décisionnels. Et il en parle surtout extrêmement, extrêmement bien. Voilà. Et si vous le contactez, parlez-lui de. Je ne dirais pas plus que ça. Le juré d'assises, c'est hyper puissant, vraiment. Il y a encore plein de questions. Là, je vois que le temps. Est-ce qu'on a encore le temps d'en prendre deux au hasard? Ouais. Allons-y. Question de Sarah. Concernant les évolutions professionnelles, avez-vous mis en place d'autres actions que le programme aligné? Non, c'est celui-ci qu'on a lancé pour l'instant, Sarah. Voilà. Donc, on l'a lancé l'année dernière et donc on poursuit cette année. Puis après, on va voir comment est-ce qu'on crante. Vous voyez, typiquement, on n'a pas encore, ça fait partie de nos idées, mais pour l'instant, enfin, on l'a pas déployé. Faut-il ou pas mettre du mentorat? Enfin voilà. Donc, il peut y avoir d'autres types d'actions. Mais pour l'instant, là, on se concentre sur le programme aligné, surtout le faire connaître et comment ça peut être un outil puissant pour les femmes, en fait. Bon, après, il y a encore plein de questions, mais je vois que le temps passe et on va devoir, malheureusement. Alors, peut-être que si vous avez des questions à Sophia, vous pouvez lui envoyer un message sur LinkedIn et elle prendra peut-être le temps de vous répondre. Je ne sais pas si tu consultes souvent LinkedIn. En tout cas, et puis si vous avez des questions, vous pouvez également me solliciter sur LinkedIn, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Sophia. Je crois qu'on aurait pu faire un webinaire d'1 h 30 sur le sujet, à mon avis, mais les agendas sont contraints. En tout cas, on voit que ça vous a intéressé, donc c'est super. Je pense qu'on aura. C'est un format qui a l'air de vous plaire, donc probablement qu'on le reproduira. Et puis, Sophia, beaucoup de choses intéressantes que tu as partagées, donc merci beaucoup. C'est très précieux pour nous, en tout cas, qui innovons sur ces sujets, d'avoir le soutien de nos clients, donc c'est super. Merci beaucoup. On a beaucoup de chance.
Et je crois que Sophia n'a plus de connexion. Donc voilà. Mais écoutez, merci à toutes et tous de votre participation. À bientôt. Et puis, vous recevrez le replay à l'issue du webinaire pour ceux qui ont peut-être pas pu regarder en entier. Et comme je le disais tout à l'heure, on vous enverra également un PDF qui reprend donc les points principaux de ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophia, et à très bientôt.